Imaginez-vous vivre dans un pays où chaque jour est une lutte pour la survie, où sortir de chez soi peut représenter un danger mortel, où l'économie s'effondre au point que votre salaire mensuel ne suffit même plus à acheter du pain, où les coupures d'électricité, la pénurie d'eau potable et l'insécurité deviennent la norme. Malheureusement, ce n'est pas de la fiction. Des millions de personnes dans le monde vivent déjà dans ces conditions. Certains pays sont aujourd'hui tellement instables, dangereux ou invivables que rester signifie mettre en péril non seulement son avenir, mais aussi sa propre vie et celle de sa famille. Cette vidéo n'a pas pour objectif de juger les habitants de ces pays ni de les pointer du doigt. Au contraire, c'est un cri d'alerte. Parce que parfois, aimer son pays ne suffit pas. Quand la corruption, les conflits, les catastrophes naturelles ou les régimes autoritaires prennent le dessus, la meilleure décision peut être de partir, même si cela implique un arrachement douloureux. Nous allons donc explorer ensemble plusieurs nations qui, à l'heure actuelle, sont considérées comme trop dangereuses ou trop instables pour y vivre. Ce n'est pas une question d'opinion, mais une analyse basée sur la sécurité, l'économie, la politique et la qualité de vie. Si vous ou vos proches vous trouvez dans l'un de ces endroits, il est peut-être temps de réfléchir sérieusement à une alternative. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision du monde et, qui sait, peut-être même votre propre avenir. Pays 1, le Venezuela. Imaginez une ville où les néons ne brillent plus, où les rues autrefois vivantes résonnent maintenant du silence de magasins fermés. Caracas, jadis symbole d'énergie et de modernité, est devenue une métropole étouffée par les coupures de courant. La nuit, la ville plonge dans une obscurité lourde, coupée seulement par les lueurs tremblantes des bougies derrière des fenêtres grillagées. Dans cette obscurité, les pas rapides des habitants se hâtent, car chacun sait qu'à la tombée du jour, le danger guette à chaque coin de rue. Dans les supermarchés, les étagères sous coupe-tard sont vides. 1 kilo de farine, une boîte de lait en poudre ou un simple rouleau de papier toilette sont devenus des trésors que l'on cache comme de l'or. Les files s'allongent, interminables, des heures passées sous le soleil brûlant pour obtenir quelques produits rationnés. Les conversations s'y murmurent, les regards se croisent avec méfiance. Chacun se demande qui aura la chance d'obtenir sa part et qui rentrera les mains vides. Le Venezuela, terre de pétrole, pays riche en or noir, est paradoxalement un territoire où l'essence manque, où les voitures s'alignent des jours entiers dans l'attente d'un plein. Le pays qui devrait illuminer l'Amérique latine de sa prospérité s'enfonce au contraire dans une pénombre économique qui avale tout sur son passage. L'hyperinflation a transformé les billets en chiffons sans valeur. Des sacs entiers beurre d'argent ne suffisent plus à acheter un repas. L'économie s'est effondrée, emportant avec elle les espoirs de millions de familles. La faim est devenue un visage familier. Des enfants aux joues creusées fouillent les poubelles à la recherche de restes, pendant que des mères désespérées échangent les quelques bijoux qu'il leur reste contre un peu de riz. Les hôpitaux, autrefois remplis de médecins compétents, ressemblent désormais à des couloirs fantômes, lits cassés, seringues réutilisées, médicaments introuvables. La maladie, qu'il s'agisse d'une simple infection ou d'un cancer, devient une condamnation faute de soins disponibles. Mais plus effrayant encore que la pauvreté, l'insécurité. Caracas figure parmi les villes les plus meurtrières du monde. Les bruits des balles résonnent de la nuit comme une sinistre bande-son. Les habitants apprennent à marcher vite, à baisser les yeux, à cacher leur téléphone. Les enlèvements éclairent, les braquages, les règlements de compte. Ici, la violence est quotidienne, intégrée dans le tissu de la vie urbaine. La peur devient un compagnon constant, invisible mais oppressant.
Et dans ce chaos, la voix du peuple est étouffée. Les manifestations sont dispersées par des gaz, les opposants disparaissent, les médias sont réduits au silence. Les rues qui devraient vibrer de contestation résonnent à la place d'un silence forcé, celui d'une population lasse, usée, mais surveillée. Les murs de Caracas, couverts de graffitis effacés, portent encore les échos d'une colère qui n'a jamais pu éclater complètement. Pendant ce temps, l'exode continue. Des milliers traversent chaque jour les frontières à pied, emportant une valise ou parfois seulement un sac plastique avec quelques vêtements. Des familles entières dorment sur des routes poussiéreuses, espérant atteindre la Colombie, le Pérou ou le Chili. Le Venezuela se vide de son peuple, comme un corps qui perd lentement son sang. Ceux qui restent regardent leurs voisins partir, un par un, conscients qu'ils pourraient être les prochains, puis d'eux. L'Afghanistan. Dans les vallées pierreuses où résonnait jadis l'écho des caravansérails, l'Afghanistan s'avance comme une terre d'ombre et de prières inachevées. Montagnes indomptées, sommets enneigés qui veillent en silence, villages poussiéreux accrochés aux collines, tout respire l'éternité, et pourtant, tout semble voué à l'effondrement. Ici, chaque souffle du vent charrie la mémoire des batailles. Chaque pierre se souvient des empires tombés, des invasions venues de loin, des promesses brisées par les siècles. Depuis 40 ans, le pays vit dans une guerre qui ne dit jamais son nom. Les enfants naissent avec le bruit des balles, grandissent en jouant près des carcasses de tanks rouillés et deviennent adultes avec, dans les yeux, une fatigue qui dépasse leur âge. La guerre n'est pas un événement. C'est le climat, c'est l'air même que l'on respire. Dans les bazars de Kaboul, entre les tapis colorés et les épices parfumées, flotte toujours cette tension invisible, cette certitude qu'un jour, une explosion viendra briser la routine la plus simple. Depuis le retour des talibans, l'Afghanistan s'est refermé comme une porte lourde qui claque. Les rues se sont couvertes de voiles noirs, les écoles se sont vidées des rires des filles. Une génération entière de femmes, réduites au silence, observe le monde derrière des murs. Elles ne lisent plus les livres qui les faisaient rêver. Elles ne franchissent plus les seuils des universités où elles espéraient construire leur avenir. Dans le regard des mères, il y a la douleur de transmettre à leurs filles un héritage d'interdit. La nuit, Kaboul devient une mosaïque de prières murmurées. Les hommes lèvent les mains au ciel, implorant un avenir que la terre refuse de donner. Mais le ciel, lui-même, paraît fermé, figé dans un silence glacé. La peur est partout. Peur des bombes, peur des milices, peur des dénonciations, peur même des mots prononcés trop forts. La peur est devenue une langue que chacun parle sans l'apprendre. Dans les campagnes, la misère s'étend comme un feu qui ne s'éteint pas. Des enfants aux pieds nus traversent des champs desséchés, cherchant du bois mort pour chauffer une maison qui n'abritera que le froid. Les pères, autrefois fiers cultivateurs, n'ont plus que leurs mains vides à offrir. Les marchés ne regorgent plus de fruits secs et de grenades éclatantes. Ils sont désormais remplis de visages maigres et de mains tendues. Et pourtant, dans ce chaos, l'Afghanistan garde une beauté cruelle. Les montagnes dressées contre le ciel paraissent éternelles. Les mosquées aux coupoles turquoises brillent encore sous le soleil, et les chants qui s'élèvent dans l'aube résonnent avec une intensité presque sacrée. C'est un pays où la souffrance et la beauté se tiennent enlacées, inséparables, comme deux amants tragiques qui refusent de se quitter. Mais la jeunesse, elle, regarde ailleurs. Ceux qui peuvent fuient à travers les frontières, affrontant les routes glacées de l'Iran, les barbelés du Pakistan ou les promesses lointaines de l'Europe. Ceux qui restent portent dans leurs yeux un mélange de résignation et d'attente, comme si chacun savait que ce pays, forgé dans la douleur et la poussière, continuera à dévorer ses enfants jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que des souvenirs. Pays 3.
Haïti, Port-au-Prince, midi. Le soleil écrase les tôles ondulées des maisons de fortune. Dans les rues étroites, l'air vibre de poussière et de chaleur. Des motos zigzaguent entre les passants, des klaxons hurlent, et au milieu de ce chaos sonore, une rafale éclate. Les gens s'éparpillent, certains se jettent au sol, d'autres courent sans regarder derrière eux. Les tirs durent quelques secondes, puis le silence revient pesant, comme si rien ne s'était passé. Les enfants reprennent leur jeu, les vendeurs crient de nouveau leur prix, mais les visages restent tendus. Chacun sait que la prochaine fusillade peut arriver d'une minute à l'autre. Ici, les gangs règnent. Ils contrôlent les quartiers, imposent des taxes illégales, kidnappent en plein jour. Une mère peut voir son fils arraché de ses bras à un carrefour. Un commerçant peut disparaître sur le chemin du marché. Les habitants vivent avec la certitude que personne ne viendra les sauver. Ni la police débordée et corrompue, ni l'État absent, englouti par des crises politiques sans fin. Les routes sont des pièges. Entre deux checkpoints improvisés par les bandits, des carcasses de voitures brûlées rappellent les affrontements de la veille. Ceux qui osent traverser ces zones le font en silence, les yeux rivés au sol, priant pour que leur tour n'arrive pas. Le danger est partout. Dans une ruelle sombre, derrière une porte entr'ouverte, au détour d'un carrefour où l'on pense encore apercevoir des silhouettes armées. Haïti est un pays qui crie sa douleur à ciel ouvert. Dans les hôpitaux, les lits sont occupés par des blessés de balles, des enfants malnutris, des femmes en travail sans assistance médicale. Les docteurs, quand ils sont là, improvisent avec des gants troués, des seringues réutilisées, parfois même sans électricité. Dans les salles d'attente, l'air est saturé de gémissements et de chaleur étouffante. La faim rôde comme un prédateur silencieux. Dans les rues, des enfants vendent des sacs d'eau pour quelques centimes. Des familles se partagent un bol de riz clair comme une soupe. Les marchés, autrefois bruyants, sont désormais marqués par le manque. Les étals se vident vite, les prix grimpent chaque semaine, et chaque repas devient un défi. Les ouragans, les séismes, les inondations ne cessent d'aggraver la situation, laissant derrière eux des milliers de maisons effondrées, des familles dispersées, des souvenirs engloutis. Et puis, il y a la politique, ce théâtre absurde où chaque président semble chuter dans le fracas des scandales et des coups d'État. Les manifestations éclatent régulièrement. Foules en colère, pneus enflammés, slogans criés à plein poumon. Mais souvent, la colère dispersée par les tirs de la police ou se dissout dans la lassitude générale. Le peuple descend dans la rue pour crier sa misère, mais l'écho se perd dans un vide politique qui ne répond jamais. Haïti est une caméra qui ne s'arrête jamais de tourner, une succession d'images brutes. Un enfant qui court pieds nus entre des pierres tranchantes, une vieille femme qui porte sur sa tête un seau d'eau plus lourd que son corps, un jeune homme armé qui disparaît dans une ruelle après avoir tiré en l'air. Chaque scène est un fragment de survie. Chaque journée est un pari avec la mort. Pays 4, Corée du Nord. Données observées, la République populaire démocratique de Corée couvre environ 120 000 km². Population estimée, 26 millions d'habitants. Accès à l'information, strictement contrôlé. Frontières hermétiquement surveillées. À première vue, l'ordre règne. Les avenues de Pyongyang sont larges, propres, presque vides. Des statues colossales dominent les places. Les habitants marchent en files organisées, en silence. Aucun panneau publicitaire, aucun slogan commercial, seulement des portraits souriants du leader suprême et des drapeaux rouges alignés comme des signaux répétés. Tout paraît figé, calibré, parfaitement maîtrisé. Mais derrière cette façade, chaque geste, chaque parole, chaque pensée est surveillée.
Les habitants disposent de radios et de télévisions réglées sur des fréquences uniques, impossibles à modifier. Les journaux ne publient qu'une seule version des événements rédigée par l'État. L'accès à Internet mondial n'existe pas. Seuls quelques milliers de privilégiés ont droit à un intranet fermé, un réseau contrôlé où tout est filtré. La population vit dans une bulle informationnelle hermétique, ignorant presque totalement le monde extérieur. Les déplacements internes nécessitent des autorisations spéciales. Quitter sa ville sans permis est une infraction. Traverser la frontière est considéré comme une trahison, puni de prison à vie ou de mort. Le pays est une cage invisible. On peut marcher dans ses rues, travailler dans ses usines, cultiver ses champs, mais on ne peut pas en sortir. Les prisons, appelées camps de rééducation, accueillent des dohons, accueillent des dizaines de milliers de détenus. Beaucoup n'ont commis aucun crime direct. Il suffit d'un mot mal interprété, d'un geste jugé irrespectueux ou d'un lien familial avec un suspect. Les peines s'étendent parfois sur 3 générations. Un père accusé entraîne son fils et son petit-fils dans la même condamnation. Les témoignages d'anciens prisonniers évoquent des travaux forcés, des privations, des tortures psychologiques. Les ressources alimentaires sont limitées. Dans les campagnes, les rations officielles se composent souvent de maïs ou de riz en petite quantité. Les pénuries sont fréquentes, aggravées par les sanctions internationales et par les catastrophes climatiques. Les marchés noirs, tolérés en silence, deviennent la seule solution pour survivre. Là, dans l'ombre des ruelles, on échange quelques kilos de riz contre un vêtement, une paire de chaussures contre un savon. Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge des chants et des récitations à la gloire du régime. L'école n'est pas seulement un lieu d'instruction, c'est un outil de formation idéologique. Les manuels scolaires parlent d'un monde extérieur hostile, d'ennemis permanents et d'un pays sauvé uniquement par la vigilance de son dirigeant. La mémoire collective est façonnée par cette propagande continue, effaçant toute alternative. La capitale, Pyongyang, est une vitrine. Les immeubles colorés, les spectacles organisés, les stades remplis de chorégraphies millimétrées donnent l'image d'un pays fort et uni, mais ces images sont réservées aux caméras officielles. Dans les zones rurales, loin des regards, la pauvreté est criante. Routes défoncées, villages sans électricité, familles si réduites à l'essentiel. L'écart entre la façade et la réalité est abyssal. Observation finale. Le pays se présente comme une forteresse. Les habitants vivent dans un silence imposé, sans possibilité d'exprimer leurs doutes, sans horizon au-delà des frontières visibles. Les données disponibles sont limitées, fragmentées, contrôlées. Pourtant, chaque témoignage qui s'échappe de cette prison géante dessine le portrait d'une nation figée dans la peur, le contrôle et l'isolement. Pays 5. Le Soudan. Le ciel du Soudan est souvent rouge. Rouge comme la poussière du désert soulevée par le vent. Rouge comme les flammes qui avalent les maisons. Rouge comme le sang versé depuis des décennies. Ici, les villes se réveillent au son des bombardements, et les villages s'endorment dans la rumeur lointaine des tirs de mitrailleuses. Dans ce pays immense, chaque horizon semble être un champ de bataille, chaque route un passage marqué par la peur. Khartoum, la capitale, est une ville coupée en deux. Les colonnes de fumée s'élèvent au-dessus des toits comme des balises noires, rappelant à chacun où les affrontements ont frappé. Des blindés rouillés stationnent au carrefour, leurs canons braqués sur des rues presque désertes. Les habitants, prisonniers de leur propre ville, courent d'un bâtiment à l'autre, portés par l'instinct de survie. Les marchés, jadis grouillants, sont devenus des lieux fantomatiques où quelques silhouettes échangent du pain contre des billets qui ne valent plus rien.
Dans l'ouest du pays, au Darfour, la terre porte encore les cicatrices des massacres passés. Villages incendiés, puits empoisonnés, champs laissés à l'abandon. Les survivants racontent les nuits où les cavaliers armés, surgissant de l'obscurité, semèrent la mort et la terreur. Ces récits ne sont pas des souvenirs lointains. Ils résonnent encore, car les violences n'ont jamais cessé. Elles se sont simplement transformées, reprises par d'autres milices, d'autres factions. Le Soudan est un champ d'affrontements multiples. Les généraux se disputent le pouvoir, les factions armées s'entredéchirent, et au milieu, c'est toujours le peuple qui paie le prix. Les femmes et les enfants fuient par milliers, traversant des plaines brûlantes à pied, portant sur leurs épaules des sacs maigres remplis de quelques vêtements, un bidon d'eau, parfois un enfant endormi. Les camps de réfugiés surgissent comme des villes de tentes blanches au milieu de nulle part. Des cités précaires où s'entassent des visages marqués par la fatigue et la faim. Les rivières, quand elles débordent, charrient les cadavres des affrontements. Les mosquées, quand elles s'emplissent, résonnent de prières qui ressemblent à des appels désespérés. Dans certaines régions, les écoles sont fermées depuis des années. Les salles de classe servent d'abri pour les déplacés, les cahiers sont remplacés par des couvertures usées, et les tableaux noirs n'affichent plus que la poussière. Le pays, immense, est traversé par des paysages d'une beauté crue. Le Nil qui coupe la terre en deux comme une cicatrice vivante. Les déserts infinis qui s'étendent sous un soleil impitoyable. Les villages construits de briques séchées à la chaleur. Mais partout, cette beauté est écrasée par le fracas des armes. Le Soudan est une fresque de contrastes. La majesté des paysages contre l'horreur de la guerre, la grandeur du fleuve contre la petitesse des vies qui l'emportent dans sa course. Chaque nuit, des chants s'élèvent malgré tout. Dans les camps de déplacés, autour des feux maigres, les voix s'unissent pour dire la douleur, pour ne pas oublier, pour exister encore. Mais ces chants résonnent dans le vide, couverts par le grondement des armes, étouffés par la poussière des combats. Le Soudan continue de brûler, pris dans une tragédie qui semble sans fin, une tragédie écrite à même la terre, ligne après ligne, avec du sang et des cendres. Conséquence pour ceux qui restent, je suis resté. Quand mes voisins ont franchi la frontière, quand mes cousins ont pris la route avec leurs valises poussiéreuses, quand mes amis ont disparu dans l'espoir d'un autre pays, je suis resté. J'ai dit que c'était mon sol, ma maison, que je ne partirais jamais. Mais maintenant, chaque matin, je me demande si ce choix n'était pas une condamnation. Rester, c'est vivre dans la peur. Pas une peur violente qui explose d'un coup, non, une peur lente, collante qui s'infiltre partout. Quand je sors de chez moi, je regarde d'abord à gauche puis à droite, comme si les murs eux-mêmes pouvaient me trahir. Je baisse la voix quand je parle, je choisis mes mots comme on choisit un chemin dans un champ de mine. Même ma respiration me paraît parfois trop bruyante. Rester, c'est apprendre à voir ses rêves s'effriter. Je me souviens du jour où mon frère a quitté l'école parce qu'il n'y avait plus de professeurs, plus de livres, plus d'électricité pour éclairer les salles. Je l'ai regardé ranger son cartable dans un coin de la maison et je savais qu'il ne le reprendrait plus jamais. Depuis, il traîne dans les rues, ses yeux déjà fatigués, comme si l'avenir s'était évaporé avant même d'exister. Rester, c'est aussi regarder ses proches disparaître. Mon voisin est mort faute de médicaments qu'on ne trouve plus. Ma tante a glissé dans une file d'attente interminable et son cœur n'a pas tenu. Un ami a été enlevé un soir en rentrant chez lui. On n'a jamais revu son visage, seulement des rumeurs qui circulent à voix basse. Ici, les absences pèsent plus que les présences. Rester, c'est survivre avec des miettes. Je fais la queue pour un sac de farine, parfois 3, 4 heures sous un soleil de plomb. Quand je rentre, je cache ce que j'ai acheté, car le vol n'est jamais loin. Chaque repas est une victoire, chaque assiette partagée ressemble à une prière. Mais même la faim, je m'y suis habitué.
Ce qui ronge le plus, c'est l'incertitude. L'idée que demain pourrait être pire. Rester, c'est voir les enfants perdre leur innocence. Ils ne jouent plus au même jeu. Leurs dessins ne représentent pas des soleils et des maisons, mais des armes, des avions, des murs. Ils parlent de fuite comme si c'était un rêve, et de mort comme si c'était une certitude. Rester, enfin, c'est sentir son pays se vider. Chaque départ est un silence de plus dans les rues. Les maisons fermées s'alignent, les rires s'éteignent, les quartiers deviennent des fantômes. Ceux qui partent laissent derrière eux des chaises vides autour des tables, des voix qui ne répondront plus. Et moi, je regarde ces absences s'accumuler, comme on regarde l'eau s'évaporer d'un puits. Je suis resté. Mais chaque jour, je me demande ce qu'il reste de moi, ici. Quand la réalité devient invivable dans un pays, il reste toujours une question. Comment partir? Et surtout, vers où? Les solutions ne sont jamais simples, mais elles existent. Elles demandent de la préparation, de la patience et une connaissance des chemins possibles. La première étape consiste à évaluer les destinations accessibles. Beaucoup de pays accueillent les demandeurs d'asile, mais chacun a ses règles, ses procédures. L'Europe, l'Amérique du Nord, certaines régions d'Afrique et d'Asie proposent des programmes de protection internationale. Identifier les pays qui acceptent des réfugiés selon son origine est une priorité. Cela se fait souvent en consultant les sites officiels des organisations comme le HCR, Haut Commissariat aux réfugiés ou les consulats. La deuxième étape, c'est la documentation. Avoir un passeport, même expiré, reste essentiel. Dans certains cas, les certificats de naissance, de mariage ou tout document pouvant prouver une identité et une origine deviennent des pièces cruciales. Ceux qui fuient dans l'urgence oublient parfois ces papiers, mais ils sont souvent la clé pour accéder aux procédures d'asile. Troisièmement, il faut connaître les réseaux d'aide. Des ONG, des associations locales ou internationales accompagnent les exilés dans leurs démarches. Elles fournissent parfois un logement temporaire, des conseils juridiques, un soutien psychologique. Contacter ces structures avant même de partir, si possible, permet de tracer une ligne de sécurité. Une autre option consiste à envisager la migration par étapes. Certains ne peuvent pas atteindre directement un pays d'accueil définitif. Ils passent par des territoires voisins plus accessibles, le temps de déposer une demande, d'attendre un regroupement familial ou de réunir les conditions nécessaires. Ces pays de transit deviennent alors des refuges temporaires, malgré leurs difficultés. Il existe aussi des alternatives pour ceux qui ne peuvent pas quitter totalement leur pays. Dans certaines régions, déménager vers une ville plus stable, vers une zone moins exposée aux conflits, peut représenter une solution intermédiaire. Cela ne garantit pas la sécurité totale, mais réduit l'exposition immédiate aux violences. Enfin, il faut préparer mentalement et matériellement le départ. Partir n'est pas seulement quitter une maison, c'est abandonner des habitudes, des repères, parfois une partie de son identité. Les plus lucides rassemblent un petit sac avec l'essentiel: documents, argent liquide, vêtements solides, eau, quelques médicaments. C'est une routine silencieuse, presque une prière, mais elle peut sauver une vie le jour où il faut franchir la porte sans retour. Il n'existe pas de chemin unique. Chaque départ est une traversée personnelle, guidée par la survie et l'instinct. Mais même dans le chaos, s'informer, s'organiser, chercher du soutien transforme une fuite en un véritable projet de sauvetage. Et maintenant, regardez autour de vous. Le monde n'est pas une carte figée, ce n'est pas une simple succession de frontières tracées à la règle. C'est une immense respiration, une pulsation continue, où certains territoires s'éteignent tandis que d'autres s'ouvrent. Vivre,
ce n'est pas seulement naître quelque part, c'est aussi savoir quand il faut rester et quand il faut partir. Certains pays, aujourd'hui, ne sont plus des terres d'avenir. Ils sont devenus des prisons à ciel ouvert, des champs de ruines où l'on apprend à survivre au lieu de vivre. Ceux qui y demeurent portent sur leurs épaules un poids immense, celui de la peur, de la faim, du silence forcé. Mais à travers le temps, une vérité demeure. L'être humain n'est pas fait pour disparaître avec son pays. Il est fait pour continuer, pour trouver un chemin, pour transmettre. Quitter un pays n'est pas une trahison. C'est un acte de courage. C'est accepter de traverser l'inconnu, de briser l'attachement viscéral à une terre pour préserver ce qu'il y a de plus précieux, la vie, l'avenir, la mémoire. C'est refuser de s'éteindre dans le chaos. Ceux qui partent deviennent des porteurs d'histoire, des témoins, parfois les dernières voix d'un monde qui s'effondre. Et à vous qui écoutez ces mots, rappelez-vous, aucun pays n'est éternel. L'histoire humaine est une succession de départs, d'exils, de renaissance ailleurs. Là où l'on croyait tout perdu, un nouveau foyer peut naître. Là où l'on pensait n'être qu'un réfugié, une nouvelle identité peut se construire. L'exil n'efface pas, il transforme. Alors, si vous vivez dans l'un de ces pays où chaque journée ressemble à une bataille sans fin, comprenez ceci. Vous avez encore le choix. Le choix de partir avant que la nuit ne tombe pour toujours. Le choix d'écrire une suite à votre histoire ailleurs, plutôt que de laisser vos pas s'enliser dans les cendres. Le monde est vaste. Et même si chaque pas loin de chez soi est une blessure, chaque pas est aussi une promesse. La promesse que rien n'est définitif, que tout peut recommencer. Parce qu'au bout du chemin, il ne s'agit pas seulement de survivre. Il s'agit de renaître,